Salut Victor Salut Florian. et bienvenue à tous. Après un petit repos, votre émission Le Courrier de la Sterne revient et on parle bien évidemment d'oiseaux. Comment ça va mon cher Victor ? Ça va bien, ça va bien. Revenu de vacances, donc ressourcé et très content de reparler d'oiseaux en ta compagnie. Ah bah j'espère que tu as passé de bonnes vacances, j'espère que tu as vu de beaux oiseaux. Ah oui, tout à fait, j'ai vu plusieurs espèces très sympathiques, donc je suis content, c'était des bonnes vacances. Ah, j'ai eu les informations et je t'ai envié pendant tout ce temps de ta présence en vacances. Alors de quoi tu nous parles aujourd'hui mon cher Victor ? Aujourd'hui, je vais parler d'un truc qu'on n'a pas encore abordé, je crois, dans le courrier de la Sterne, c'est des noms vernaculaires qu'on va donner aux espèces. Et en se concentrant un peu plus après sur les noms pétrels et traquets. Mais tout d'abord, pour un peu introduire le truc, il faut savoir qu'en France, enfin pas que en France, mais dans toute la communauté francophone, on a une commission internationale qui a régi en tout cas les noms qu'on donnait aux oiseaux, les noms communs. Parce que c'est toujours une affaire assez compliquée, les noms communs. C'est des noms que les gens inventent et donnent au fur et à mesure, qui sont pas forcément réellement homologués. Parfois c'est des traductions des noms anglais, parfois des traductions de noms espagnols. C'est assez compliqué de tout régir, et c'est la commission qui régit les noms français, donc la CINFO, pour Commission internationale des noms français des oiseaux, et là du coup pour mettre un peu d'ordre là-dedans, et c'est il me semble le seul groupe animal d'ailleurs qui a le droit à ça en France, en tout cas, enfin en français, puisque il me semble pas qu'il y ait de commission pour les noms d'insectes, de plantes ou de mammifères. Enfin, il me semble pas du tout. Non, peut-être que c'est le muséum d'histoire naturelle qui s'en occupe, mais je suis même pas sûr de ce que je dis, donc. Bah, c'est possible, ou alors c'est répertorié au fur et à mesure, ou peut-être que c'est tout simplement plus simple parce qu'il y a moins de noms différents pour chaque espèce. Après, en ce qui concerne les mammifères par exemple, on ne va pas avoir 18 noms pour le lion. Il y a un truc qui est très important, je pense à dire, c'est que je crois tous les noms d'oiseaux sont traduits en français. Ce qui est, je crois, le seul groupe entre guillemets, j'allais dire animalier, mais pas que, puisque pour la flore c'est la même chose. Donc c'est peut-être pour ça qu'il y a cette commission qui existe, parce qu'on a justement une traduction de tous les noms, de toutes les espèces d'oiseaux en français. Donc, oui, c'est ça. Toutes les espèces d'oiseaux ont un nom français, absolument toutes. Ouais. Alors j'en ai trouvé un qui n'avait pas de nom français, en tout cas aux dernières nouvelles, mais c'était un oiseau qui avait été décrit en 2021. Donc, oui, généralement. Oui. Mais après, ils sont rapides généralement à donner des noms. Il y a des oiseaux qui ont été découverts cette année, je crois, qui ont déjà des noms français, quoi. Là, c'était un oiseau qui était même pas référencé dans la taxonomie de eBird, enfin de Birds of the World. Ah ouais. Je l'ai même pas trouvé sur le site alors qu'il a été décrit l'année dernière. C'est un oiseau, je me souviens plus du tout du nom scientifique, mais c'était un oiseau qui faisait partie d'une famille d'oiseaux tropicaux. Ah zut, ça m'échappe complètement. Et c'était une famille qui était très très large, la deuxième plus grosse famille de tous les passereaux. Et c'était un oiseau qui était endémique de la pointe sud de l'Amérique du Sud. Okay. Mais il avait toujours pas de nom français. Et pour revenir du coup au comité ornithologique des noms francophones, c'est une commission qui a été créée en décembre 90 lors du 20e congrès, cette fois-ci, du comité ornithologique international, qui est un comité qui se réunit tous les ans pour parler taxonomie, noms vernaculaires dans toutes les langues, etc. Mettre un petit peu d'ordre dans nos connaissances sur les oiseaux. Et dont la prochaine a lieu à Marseille, je crois, si je dis pas de bêtises. Alors ça, je ne sais pas du tout. Il me semble que c'est... je sais plus si c'est l'année prochaine ou cette année que ça a lieu à Marseille, mais... Mais c'est ça a toujours lieu dans des grandes villes un peu partout dans le monde. Ils changent de pays à peu près chaque année. Et donc cette commission, qui a été créée en décembre 90, a publié 3 ans plus tard, en 1993, une liste des noms français qui régit un petit peu les noms qu'on va donner aux oiseaux, et qui s'appelait « Noms français des oiseaux du monde », tout simplement. Mais c'est une liste qui n'a jamais été mise à jour et republiée par cette commission-là.
depuis 93. Et ce qui est bien dommage, parce que la taxonomie, elle a énormément changé. On a décrit de nouvelles espèces, il y a des sous-espèces qui ont été changées en espèces et vice-versa. Donc il y a eu beaucoup de changements, et c'est une liste qui n'a pas été mise à jour de manière officielle. Et c'est une liste qui suivait une règle de nomenclature qui était très très simple. Un nom générique, puis un qualificatif. Pour donner des exemples des oiseaux qu'on a abordés dans les anciens épisodes du Courrier de la Sterne, on peut citer par exemple la barge à queue noire, la pie-grièche à poitrine rose, le bruant à gorge blanche, toujours un nom commun avec une caractéristique, ou encore l'eurilemme à flanc roux par exemple. Mais ce dernier va pouvoir me permettre d'illustrer un petit peu un problème qu'il y a avec les noms communs, c'est qu'ils ne reflètent pas du tout l'état de la classification des oiseaux. Comme je l'ai dit, la liste n'a pas été mise à jour depuis 93. Il faut savoir par exemple que l'eurilemme à flanc roux est appelé eurilemme, alors que c'est un oiseau qui fait partie de la famille des Calyptoménidés, donc une famille qui est à part dans les oiseaux, qui compte pas énormément d'espèces, et qui ne fait pas du tout partie des eurilèmes en fait. Les eurylémidés, une famille qui existe totalement. Et donc techniquement, l'eurilemme à flanc roux n'est même pas un réel eurilemme. En tout cas, si on suit la classification des oiseaux, ce qui est assez fou. Et c'est pas du tout le seul exemple comme ça. Donc, oui, les noms communs ne suivent pas du tout la taxonomie. Et c'est aussi le cas de deux autres noms que j'ai introduits plus tôt dans notre discussion, les noms pétrel et traquet. Tout d'abord, en premier, le nom pétrel, c'est un nom qui est d'origine anglaise et qui provient très probablement du prénom Peter, Pierre en anglais, lui-même venant de l'apôtre Saint-Pierre. Pourquoi ? Parce que c'était un apôtre qui avait la faculté de marcher sur l'eau, et les marins qui avaient observé, et les marins à l'époque avaient observé des oiseaux qui venaient se mouiller les pattes plusieurs fois d'affilée, ce qui leur donnait l'impression que l'oiseau, tu l'as deviné, marchait sur l'eau. Incroyable. Le problème, c'est que les oiseaux qu'ils ont observés, c'était pas des pétrels comme on les appelle aujourd'hui, c'était des océanites. Donc des oiseaux de la famille des océanitidés ou des hydrobatidés, deux familles qui rassemblent donc toutes les océanites, tous les oiseaux qui ont pour nom océanite. Et en fait, le nom pétrel devrait être réservé uniquement aux hydrobatidés, donc à une des deux familles des océanites actuelles. Tandis que les océanitidés, eux, devraient garder leur nom actuel d'océanite. Alors pourquoi avoir changé de nom commun en cours comme ça, on ne sait pas vraiment. C'est probablement dû à un accord entre des membres de la CINFO, donc la Commission internationale des noms français des oiseaux. Mais c'est impossible d'en être sûr. Probablement dans les années 1900, tout début 1900, au niveau pas de la commission, pardon, au niveau du comité international d'ornithologie. Beaucoup plus tôt, mais on ne sait pas du tout. C'est très compliqué de revenir sur les différentes dates et sur les événements de changement de nom. Et c'est la même histoire pour le nom traquet en fait. Normalement, traquet, c'est un nom qui devrait être donné au tarier-pâtre et au tarier des prés, qui devrait être appelé traquet-pâtre et traquet-tarier, normalement. Oui, tout se mélange. Pourquoi s'embêter quand on peut faire les choses simples? Normalement, voilà, et du coup... Actuellement, il y a les traquets, c'est par exemple le traquet moteux, le traquet rieur, tout ça. Et le traquet moteux, lui, devrait être appelé moteux cendré. Tout simplement parce qu'on l'a appelé moteux parce qu'il venait se percher sur les mottes de terre dans les campagnes. C'est pour ça qu'on l'a appelé moteux. Et cendré, c'est tout simplement parce qu'il a une teinte à peu près grisâtre quand on le regarde de loin. C'est un changement qui a été fait probablement durant le XXe siècle. Et donc voilà, sur ces deux noms-là, il y a eu un mélange total dans la classification, mais aussi sur les espèces d'oiseaux qu'on désigne. En fonction des livres qu'on regarde aussi, en fonction des années, c'est pas les mêmes noms. Il y a des synonymes qui sont utilisés, d'autres fois non, d'autres fois il y a plusieurs noms. Enfin, c'est très très compliqué. Et la bibliographie se recoupe assez peu au final. Ce travail du coup de bibliographie a été fait par quelqu'un qui s'appelle Jimmy Godin et qui lui a publié sa propre liste à jour cette fois-ci, qui a été mise à jour cette fois-ci en 2022. Donc c'est la liste, il me semble, la plus récente et la plus, on va dire la plus actuelle, la plus rigoureuse, la plus correcte, la plus rigoureuse, c'est ça, sur les oiseaux.
qu'on a actuellement, et il a tenu compte à la fois de l'histoire des noms communs dans la francophonie, des changements en taxonomie et des recommandations de la Commission internationale des noms français d'oiseaux. Donc il a vraiment mis énormément de temps. Il y a 2 éditions différentes, la deuxième date de l'année dernière il me semble, et c'est une liste qui est tout simplement téléchargeable sur ResearchGate et qui sera dans la description. On vous mettra le lien dans la description avec le lien de l'article aussi, qui a été ma source pour cette rubrique. Donc pour un peu conclure là-dessus, les noms communs c'est assez pratique dans la vie de tous les jours quand on parle entre passionnés d'ornithologie, mais au final pour parler de manière rigoureuse des oiseaux, comme pour tous les animaux qui sont décrits finalement, il vaut mieux quand même utiliser les noms scientifiques. En tout cas c'est quelque chose à utiliser au maximum, le plus souvent possible, histoire de ne pas se perdre dans les noms communs et dans les changements de dénomination des différentes espèces. Oui, puis de toute façon, un ornithologue vous comprendra. Moi, ce qui me vient à l'esprit, c'est Oryte à longue queue et mésange à longue queue. Hein. C'est typiquement ça, avec un oiseau qui fait plus du tout partie de la famille des mésanges, qui n'a jamais d'ailleurs fait partie de la famille des mésanges, à vrai dire, puisque Oryte à longue queue était donné bien avant toutes les découvertes liées à la génétique et autres. Donc en soi, on peut dire que la mésange à longue queue n'a jamais réellement fait partie des mésanges. Et puis le terme s'est imposé au XXe siècle, tu sais pas trop pourquoi, et maintenant on essaye de ramer à contre-courant en disant non, faut pas dire mésange à longue queue, faut dire Oryte à longue queue. Exactement. Mais on vous comprendra. C'est aussi le nom qui est donné dans la liste. Tout à fait. Oui, mais avec toutes les autres orytes. Mais je crois que sur Faune France, c'est mésange à longue queue. C'est pas Oryte à longue queue. C'est pas mis à jour. Tu vois, c'est même, on va dire, des organismes officiels ne mettent pas forcément les listes à jour. Il y a Bruant aussi. Bruant qui veut pas dire grand chose en termes taxonomiques aussi. Voilà. Et qui est toujours utilisé. Les noms qu'on doit utiliser pour les passerellidés, donc les bruants entre guillemets américains, on les appelle toujours bruants. On dit toujours bruant chanteur, bruant à gorge blanche, alors que c'est pas du tout le nom qu'on devrait leur donner au final. Ah, mais les noms, c'est un véritable bazar. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler dans l'émission, parce que à mon avis, il y a des trouvailles à faire de noms d'oiseaux qui veulent absolument pas dire ce qu'ils veulent dire. Enfin, c'est déjà en anglais, on a ça, hein. Le picado blanc, qui devient red-billed woodpecker alors que le bec il est pas rouge. Enfin, c'est oui, mais si déjà on peut même pas se mettre d'accord sur les noms que nous on se donne en tant que passionnés d'ornithologie entre ornithologues et ornithologues amateurs, alors donner des noms corrects aux oiseaux qui ont une taxonomie qui change tout le temps. Ah, c'est terrible. Ah non, mais il y a quelque chose avec les noms communs chez les ornithologues, ça va pas du tout. Bon, on va rester un petit peu dans tout ce qui va être, j'ai envie de dire taxonomie, mais plus nom d'oiseaux. Avec, c'était, je crois, mercredi, si mes souvenirs sont bons, le International Boob Day. Alors, on ne va pas dire ce que c'est sur cette antenne, puisque cette émission est tout public. Mais il faut savoir que boob, outre ce dont vous pensez actuellement, c'est aussi le nom d'un oiseau. Alors c'est presque le nom d'un oiseau, puisqu'en réalité c'est Boubi, le nom de l'oiseau, qu'on va donner en français par fou, donc le fou de Bassan, le fou à pied bleu, c'est lui dont nous allons parler. Mais il faut savoir que les marins l'appellent Boob lorsqu'ils sont sur leur bateau. Et d'ailleurs le mot Boubi vient de l'espagnol, qui signifie fou, puisque les fous se posaient sur les bateaux, et évidemment lorsqu'ils se posaient sur les bateaux ils se faisaient attraper et ils passaient un sale quart d'heure. Et donc le fou à pied bleu, ou plutôt les fous, on va commencer par les fous en tant que tels, ils sont au nombre de 10. Il y a 6 espèces qui appartiennent au genre Soula, dont notre fou à pied bleu, pas notre fou de Bassan. Le fou de Bassan fait lui partie du genre Morus.
Le fou de Grant, qu'on avait déjà évoqué dans l'émission, on avait parlé d'infanticide. Si vous ne vous en rappelez pas, c'est l'épisode 2, n'hésitez pas à aller le réécouter. Lui aussi fait partie du genre Sula. Et donc on retrouve notre fou à pied bleu, qui est un oiseau que l'on trouve principalement en Amérique centrale, que l'on va retrouver dans les Galapagos, que l'on va retrouver sur la côte de la Cordillère des Andes, donc tout ce qui va être Pérou, Chili, Équateur également. On va le retrouver un petit peu plus dans les terres en Amérique centrale en hiver, parce que c'est un oiseau qui migre quelque peu. Donc on va surtout le retrouver à ce genre d'endroit. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le fou ? Pas spécialement grand chose à vrai dire. C'est une espèce, comme on l'a dit, strictement marine. Il est, on va dire, répandu sur des îlots qui vont lui convenir, arides, rocheux, où justement les couples vont se livrer à leur magnifique parade nuptiale. On va y revenir dans quelques instants. Le régime alimentaire du fou, il est composé principalement de poissons. Il y a des poissons, il y a aussi des calmars qu'on peut trouver. Et j'ai trouvé un truc assez intéressant, c'est que les femelles pêchent plus en profondeur que les mâles. C'est marrant, hein ? Alors ça ? C'est marrant. Il y a une explication là-dessus ? Alors visiblement, il parle d'accélération gravitationnelle, mais je t'avoue que j'ai pas réussi à trouver plus que ça. Il n'y avait pas de lien vis-à-vis de eBird concernant tout ça. Donc j'ai trouvé ça assez marrant de voir que les femelles, qui sont d'ailleurs plus grandes que les mâles, ça c'est aussi une caractéristique des fous. Paranuptial extrêmement complexe, évidemment, à base de pieds, à base de bleu, à base de pieds bleus, évidemment. Paranuptial donc qui consiste à ce que l'oiseau bouge les pieds un peu bizarrement, de droite à gauche, de manière un petit peu, on va dire, inconsistante, pas très assurée, ce genre de choses-là. Puis ensuite, légèrement ridicule, oui. Légèrement ridicule. De toute façon, on vous mettra une petite vidéo pour que vous voyez tout ça. Et une fois que la femelle, on va dire, a trouvé un partenaire potentiel, celui-ci continue sa parade en exhibant ses ailes, par exemple. J'ai vu qu'il y avait aussi de l'offrande, donc des animaux qui étaient offerts en cadeau pour la femelle. Et si tout ceci se passe bien, eh bien il y a évidemment accouplement qui permet généralement à la femelle de pondre 1 ou 3 œufs, voire 4 dans le meilleur des cas. Sauf que on l'a vu lors du précédent épisode, et ça semble être une caractéristique chez tous les fous, il y a un gros taux d'infanticide qui est perpétré, pour la simple et bonne raison que les jeunes qui naissent en premier prennent le pas sur les plus jeunes oisillons, et ceux-ci se font soit maltraiter, soit se font tuer. J'espère que vous appréciez toujours les fous à pied bleu et les jeunes. D'ailleurs, tiens, fou à pied bleu, est-ce que tu sais pourquoi les pieds sont bleus ? Alors je sais pas du tout la raison, moi je me suis toujours dit que c'était une pigmentation naturelle. Alors c'est une pigmentation naturelle, mais je pense que tu ne trouveras pas du tout la pigmentation naturelle en question. Tu sens de libule ? Je pense qu'elle va te surprendre. C'est du carotène. Ah bah dis donc. Eh ouais, c'est surprenant, hein. Donc, je suis surpris. Eh ouais, c'est ça. Donc, carotène, normalement, qui donne couleur orangée, jaunâtre. Eh bien, il faut savoir donc que le fou à pied bleu la trouve dans sa nourriture, ces molécules de carotène. Et il y a une accumulation de ces molécules qui s'opère dans certaines zones de l'oiseau, notamment ses pieds. Et c'est cette concentration qui permet de donner à l'oiseau cette couleur bleue par oxydation, visiblement. C'est fou, hein ? Bah dis donc. Je m'attendais pas du tout à ce que ce soit des caroténoïdes qui moi donnent cette moi non plus, couleur-là. quand je suis tombé là-dessus, j'ai fait ah oui quand même, c'est assez intéressant. Et d'un autre côté, ça peut peut-être expliquer la couleur de certains oiseaux, genre les mésanges par exemple. Mésanges qui sont bleus, alors que la couleur bleue est extrêmement difficile à avoir
dans la nature. Puisque généralement on l'obtient soit par iridescence, soit par différents phénomènes physiques comme l'effet Tyndall ou ce genre de choses-là, quoi. Et d'ailleurs, plus les pieds sont bleus, plus l'individu est en bonne santé. Donc c'est un critère également de sélection sexuelle pour la femelle. Puisque plus les pieds sont bleus, plus l'individu est en bonne santé. Je vais parler d'un autre oiseau maintenant, que nous connaissons sous le nom des pinsons de Darwin. Les fameux. Qui ne sont pas du tout des pinsons. Qui ne s'appellent pas pinsons, qui sont des géospices du coup. Et je vais vous parler du géospice à bec pointu. Est-ce que tu sais ce qu'il est capable de faire, le géospice à bec pointu? Qu'on appelle d'ailleurs le pinson à bec pointu en français. Bah tiens, on rejoint, on rejoint le premier sujet. Non, pas du tout. Je sais que je connaissais le géospice vampire qui lui buvait le sang des fous, mais est-ce que c'est le même nom qui est donné au géospice à bec pointu? C'est exactement le même. C'est exactement le même. Il est le géospice vampire. D'ailleurs, ça vient visiblement de l'anglais. C'est les Anglais qui l'ont appelé au départ comme ça, Vampire Groundfinch. Et ensuite, on a repris le nom de géospice vampire. Donc, pinson à bec pointu ou géospice vampire, du coup, est un oiseau qui est capable de se nourrir du sang de ses victimes, à savoir les fous masqués. Pourquoi? Pour deux raisons. Première raison, c'est pour débarrasser le fou de ses parasites. Donc le pinson utilise son bec pointu pour débarrasser le fou de tout ce qui peut le gêner. Et la deuxième raison, c'est que des fois la source de nourriture se fait rare. Et éventuellement, le sang et les parasites qui sont trouvés sur les animaux font une très bonne source de nourriture secondaire pour ces oiseaux-là. Donc ces oiseaux s'attaquent également, ces oiseaux s'attaquent également à des fous dont ils se nourrissent à la fois des parasites et de la chair. Et donc ce sont les géospices vampires. Mais je crois qu'il y a d'autres oiseaux aussi qui sont capables de faire ça. Je crois qu'en Afrique, il y a autre chose. Alors, je parle pas des pique-bœufs, qui eux, je crois, sont, beaucoup plus respectueux des hôtes qu'ils parasitent, entre guillemets. Apparemment pas. Ah. D'accord. Alors que le pique-bœuf, lui, se régale et n'hésitera pas à lécher les plaies des gros mammifères. Au final, c'est une arnaque à nouveau. Hein. Le monde des oiseaux est plein de surprises. Totalement. Et c'est vrai que c'est assez fou des oiseaux hématophages, sans mauvais jeu de mots, bien sûr. C'est vrai que c'est assez dingue. Et pour revenir un peu sur le géospice à bec pointu, faire un petit point taxonomie, parce que c'est un truc qui me plaît. Je sais que toi, t'es pas tellement là-dedans, mais il se trouve que... En fait, le géospice à bec pointu qui est partiellement hématophage, c'est une sous-espèce du géospice à bec pointu. Et on ne sait pas trop si on doit la traiter comme espèce à part entière ou pas. Ok. C'est Geospiza difficilis septentrionalis. Et on ne sait pas si on doit en faire une espèce Geospiza septentrionalis ou pas. Qui, du coup, prendrait le nom de Geospice vampire pour de vrai en français. Et le Geospice à bec pointu resterait comme Geospice à bec pointu. Il y a certaines autorités qui le traitent comme espèce à part entière, comme Birds of the World par exemple. Ah, intéressant. Qui en font une espèce à part entière. Okay. Mais il y a d'autres autorités taxonomiques qui sont pas d'accord et qui veulent la laisser en sous-espèce. Donc à voir sur les progrès scientifiques là-dessus. Et du coup, ça en ferait une espèce d'oiseau entière qui serait partiellement hématophage. C'est fou ça. Même du coup, elle appartiendrait pas à la famille des pique-bœufs. Parce que... Non, ce sont deux familles séparées. Oui, tout à fait. C'est, je sais plus du tout quelle famille c'est. Il me semble que c'est la même famille. Oui, c'est ça. C'est la même famille que les tisserins. Ah oui. C'est les tropidés. Donc t'as les tisserins, conirost, dacnys, git, par exemple, d'autres noms qui peuvent parler. Des sporophiles. Après, c'est beaucoup de noms d'oiseaux qui sont tropicaux, donc on n'est pas très très familiarisé avec ça. Et donc les géospises. Incroyable. Il y a aussi les tangaras et les calistes. Ah ouais, donc la famille des tangaras est encore plus grande que la famille des tangaras.
La famille des Tangara, c'est les Tropidés, donc c'est plus de 400 espèces. Incroyable. Donc je crois que c'est la deuxième plus grosse famille de passereaux. Je crois que c'est la première, si je dis pas de bêtises. Première ou deuxième? Ah, il me semble que c'est la première. Ouais, c'est absolument massif comme famille. Ouais, c'est énorme pour. Ça représente quoi? Quasiment 10% de. Oh, peut-être un petit peu moins, 8% de tous les passereaux existants sur Terre. Donc, ouais, c'est ça. C'est une famille épique. Si on prend un passereau au hasard, on a à peu près 8 chances sur 100 d'avoir quasiment une chance sur 10 de choper un membre de cette famille. C'est quand même dingue. Fou, c'est un truc de fou. Et c'est sur cette folie que nous allons terminer cet épisode, mon cher Victor. On a encore appris plein de choses aujourd'hui. Et on apprendra encore plein de choses dans les prochaines émissions. On espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à nous le dire. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, que ce soit sur la chaîne YouTube ou que ce soit sur le compte Twitter de l'émission. Et on se retrouve évidemment la semaine prochaine avec encore plein d'anecdotes à vous distiller dans le monde fabuleux mais casse-tête de l'ornithologie. Salut à tous, salut à toutes. Salut tout le monde.